Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Catherine Edwards et je suis la porte-parole rattachée à l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, à Haïti. Et je suis ravie de présenter et je voudrais vous remercier pour vous joindre à nous. Et donc, nous avons le secrétaire adjoint Blas Nunez-Duceto du département de la sécurité intérieure des États-Unis. Je vais demander à Kim de parler à tout le monde. Et si vous avez des questions pour lui, veuillez les mettre dans le chat. Nous avons reçu beaucoup de questions d'avance et je les poserai au secrétaire adjoint. Je vais maintenant vous passer la parole et merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, merci d'être ici aujourd'hui. Je voulais parler quant aux actions décisives de l'administration de Biden cette semaine, qui ont été conçus pour renforcer la sécurité de nos frontières et réduire une migration illégale en suspendant l'entrée des individus à travers notre frontière sud. Les mesures que nous avons commencé à mettre en œuvre hier rebondissent sur les étapes prises ces 3 dernières années pour réduire la migration et mettre en danger la sécurité des frontières, ce qui comprend le déploiement de records du personnel, l'infrastructure et la technologie à la frontière et les conséquences renforcées que nous avons mises en œuvre depuis le mois de mai pour la circonvention de la règle de ces voies et une expansion historique des voies illégales, et en particulier pour les citoyens d'Haïti. L'annonce de cette semaine comprend une série de mesures qui va augmenter de façon significative les conséquences de ceux qui traversent la frontière sud de façon illégale ou sans autorisation, y compris de restreindre leur éligibilité pour l'asile et augmenter le seuil de dépistage pour ceux qui sont en détention. En outre, je veux clarifier le fait que la, la frontière sud inclut non seulement notre frontière sud sur le port, mais aussi celle qui se trouve autour de la Floride, de Puerto Rico et des îles Vierges des États-Unis. Et les mesures que nous allons prises en France vont nous permettre de renvoyer des individus qui n'ont pas une base légale pour rester de façon plus rapide que pour le moment. Et ces mesures extraordinaires seront en vigueur pendant des moments où les niveaux de rencontres sont si élevés que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour imposer des conséquences sur ceux qui ont une base légale pour rester aux États-Unis. Et plus important encore, les individus pourront se présenter à un point d'entrée à travers un processus en ordre et sûr, tel que d'avoir un rendez-vous avec CBP1, ce qui a permis à 4 fois plus de personnes le traitement de leur entrée au point d'entrée. L'annonce et les mesures que nous avons prises cette semaine continuent à montrer notre engagement envers la sécurité des frontières et gérer la migration de façon compréhensive, de façon équilibrée. Cela comprend des conséquences pour les entrées illégales. Nous avons livré ces conséquences à la frontière. Ces 3 dernières années, une majorité des individus que, qui sont arrivés par notre frontière sud ont été renvoyés ou expulsés. Et l'année dernière, nous avons expulsé plus de 750 000 personnes. C'est plus que ce que nous n'avons pu le faire depuis 2010. Nous avons aussi tenu notre promesse d'agrandir les voies légales pour ceux qui en avaient besoin. Nous sommes restés dans nos bureaux de mobilité dans les pays à travers la région, ce qui a permis à plus de 10 000 réfugiés de trouver un nouveau foyer aux États-Unis jusqu'à la fin avril. Nous avons autorisé 450 000 ressortissants de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela qui ont été des supporters basés aux États-Unis d'entrer dans le pays de façon sûre, et nous avons agrandi les programmes de réunification de famille pour 7 nouveaux pays, et nous avons agrandi cela aussi au programme pour Cuba et Haïti également, et ces programmes ont permis aux membres de la famille des citoyens américains ou bien des résidents légaux d'être réunis avec leur famille aux États-Unis plutôt qu'ils ne l'auraient fait autrement. En dépit de ces efforts, nous avons vu une migration globale dans toute notre atmosphère qui a continué à des niveaux sans précédent à notre
frontière sur la proclamation présidentielle permettra temporairement de suspendre l'entrée des non-citoyens à travers par la frontière sud. Et le secrétaire de la sécurité intérieure et notre procureur général ont délivré une règle finale qui consiste en la proclamation et restreint l'éligibilité pendant les périodes de haute rencontre. La règle, il y a eu trois changements clés au cours du traitement de ce titre et cela change ce qui va nous permettre de très vite expulser ou renvoyer la grande majorité des personnes que nous rencontrons à la frontière. En outre, il est important de savoir que contrairement à ce qui s'est passé lorsque nous avons eu notre urgence de santé connue comme le titre 42, les expulsions que nous avons entreprises en vertu de la proclamation et des règles qui y sont associées ont eu des conséquences strictes sur les individus, y compris une interdiction de 5 ans à l'éligibilité de n'importe quel bénéfice de l'immigration et le potentiel d'être poursuivi juridiquement. La proclamation est entrée en vigueur à minuit la nuit dernière. Je devrais dire à minuit mercredi et sera en place jusqu'à pendant 7 jours consécutifs de rencontres moyennes le long de notre frontière sud. C'est moins de 1500 personnes par jour. Alors que la proclamation et les règles sont actives, tout individu qui traverse la frontière sud avec le Mexique et nos frontières côtières, y compris Puerto Rico et aussi les îles Vierges américaines, seront très vite renvoyés dans leur propre pays et ne seront pas éligibles à l'asile. Ensemble, ces mesures vont augmenter de façon significative la vitesse et l'échelle des conséquences que nous pouvons appliquer à ces individus à la frontière. Il y a des exceptions essentielles à ce que nous mettons en œuvre et peut-être que la plus importante à noter, comme je l'ai dit auparavant, c'est que les individus qui utilisent un processus sûr et en ordre qui est approuvé par le secrétaire de la sécurité intérieure qui inclut le CPB, l'application mobile CPB 1 pour entrer aux États-Unis seront acceptés conformément à cette règle. Et cette règle ne s'applique pas non plus aux individus qui utilisent notre centre de traitement de Cuba, Haïti, du Nicaragua et du Venezuela pour venir directement aux États-Unis. Pour toutes ces raisons, nous allons continuer à réitérer à tout migrant qui avait l'intention de venir, d'entendre ceci, et en particulier le peuple de Haïti. Nous devons utiliser des processus sûrs et en ordre pour venir aux États-Unis. Et ce sont des processus que nous avons agrandis ces dernières années. Et s'il vous plaît, ne mettez pas vos mains n'entrez pas votre vie entre les mains de passeurs illégaux parce que vous serez très vite renvoyés dans votre propre pays. Et ces renvois ont des conséquences et vous rendront inéligibles pour ces processus légaux que nous avons mis à la disposition des ressortissants de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua et du Venezuela. La dernière chose que je noterai, c'est que nous avons passé de nombreux mois à travailler avec le Congrès américain dans l'espoir de travailler dans la direction d'une réparation permanente pour notre système d'immigration cassé et notre système d'asile. Et malheureusement, en dépit d'un agrément bipartite au Sénat qui avait des mesures justes, qui auraient fourni une solution durable, nous avons fait face à ces problèmes à la frontière et nous avons été dans l'incapacité de mettre en effet ces mesures au Congrès. Nous avons fait appel aux autorités exécutives pour trouver une solution à ces défis auxquels nous sommes confrontés, mais nous sommes très conscients que toute solution
qui, durable, demande à ce que le Congrès intervienne et donne aux autorités les ressources nécessaires pour soutenir les hommes et les femmes du département de la sécurité intérieure qui travaillent en première ligne. Et nous continuons à faire appel au Congrès des États-Unis pour passer ces mesures et des réformes bipartites. Enfin, je voulais noter que nous continuons à surveiller étroitement la situation à Haïti et à coordonner en étroite collaboration avec le département d'État, nos partenaires internationaux. Nous savons que des migrations illégales par les Caraïbes et des rencontres de ressortissants haïtiens à la frontière sud-ouest restent bas. Nous attribuons ceci aux fortes conséquences que nous avons déjà mises en place à la frontière et aux mesures légales qui sont disponibles aux ressortissants. Et encore une fois, nous les encourageons à les utiliser pour venir aux États-Unis de façon sûre et en ordre, ce qui comprend le processus de parole de Haïti qui commence par un supporter basé aux États-Unis et comprend aussi le CBP-1, l'application mobile CBP-1. Toute migration illégale et surtout ceux qui incluent des éléments maritimes sont extrêmement dangereux et souvent résultent en des décès. Pour ces raisons, nous encourageons les Haïtiens à utiliser les voies légales et sûres que nous avons mis en place pour eux et nous continuerons à effectuer des renvois des ressortissants haïtiens qui reçoivent des ordonnances finales d'expulsion des États-Unis ou qui sont rencontrés sur les mers. Et en fait, récemment, nous avons conduit de nombreux vols de rapatriation vers Haïti. Encore une fois, les individus que nous renvoyons, s'ils ne sont pas là de façon légale pour rester aux États-Unis, et ces individus ne seront plus éligibles pour les mesures légales que nous avons mis à leur disposition pour les ressortissants haïtiens. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui et je serai heureux de répondre aux questions que vous avez. Merci beaucoup pour cela. Pour tous ceux qui veulent soumettre une question aujourd'hui, veuillez la mettre dans le chat. Nous avons déjà reçu de nombreuses questions en avance et je vais commencer à les poser. À les poser au secrétaire adjoint. Mais si vous avez une question de suivi, veuillez la taper dans le chat et nous serons en mesure d'avoir une réponse pour vous. Je vais commencer avec une question qui est arrivée de la part de Réseau Nord-Ouest à Haïti. Comment est-ce la fermeture des frontières temporaires du Sud sont en alignement avec l'engagement des États-Unis à ces principes humanitaires, particulièrement pour les Haïtiens qui recherchent l'asile et qui font face à des circonstances très dures? Oui, nous prenons nos obligations humanitaires et internationales très au sérieux. C'est la raison pour laquelle ces 3 dernières années, nous avons agrandi de façon significative et dramatique un bon nombre d'options légales pour les individus qui recherchent une protection pour venir aux États-Unis de manière sûre et ordonnée. Cela n'implique pas le fait de faire entrer des gens de façon illégale par les cartels de drogue pour traverser notre frontière sud-ouest. Nous avons mis en œuvre un processus de parole humanitaire qui commence avec un support basé aux États-Unis qui a permis à beaucoup de ressortissants haïtiens, plus de 100 000, de venir aux États-Unis de façon sûre et ordonnée. Et nous avons aussi mis à leur disposition l'application CB One Mobile. Et chaque jour, cela permet à 1450 personnes ou plus de traverser la frontière des États-Unis à travers un point d'entrée sûr et de façon ordonnée. Le président, cette semaine, a déterminé que le nombre d'individus que nous rencontrons entre les points d'entrée représente des circonstances d'urgence et pendant ces circonstances d'urgence, des mesures extraordinaires sont nécessaires afin de réduire un flux de personnes qui traversent notre frontière sud-ouest de façon légale entre les points d'entrée. Mais comme je l'ai noté dans mes remarques, nous continuons à mettre à la disposition des rendez-vous à nos points d'entrée pour les individus qui recherchent notre protection et nous continuerons à les mettre à la disposition à ceux qui viennent directement aux États-Unis sans avoir à traverser
la frontière sud. Merci pour cela. Cette question est arrivée de National Radio à Haïti. Y a-t-il des conditions ou des mécanismes pour traverser la frontière ou bien est-ce que c'est pour tous les réfugiés non documentés ou ceux qui souffrent d'abus des droits humains ou politiques? Oui. Je pense que c'est une variation de questions que nous avons eues et encore une fois, nous avons des mécanismes solides pour les gens qui recherchent une protection pour venir aux États-Unis à notre frontière territoriale et les mécanismes principaux continuent à être l'application CP One Mobile qui permet à presque 1500 personnes par jour d'entrer aux États-Unis de façon en toute sécurité, de façon ordonnée à travers nos ports d'entrée. Et ceci est important parce que ce nombre de personnes à qui nous autorisons de traverser la frontière à travers nos ports d'entrée est 5 fois plus susceptible d'être traité qu'avant la pandémie. Donc, c'est quelque chose qui, sans précédent, une option que les gens ont, ceux qui souhaitent revendiquer la protection afin de faire cela de façon sûre et ils n'ont pas à mettre leur vie entre les mains de personnes qui le font illégalement. J'ai une question de RFM qui dit, nous savons que beaucoup de nations vont être affectées par cette décision et il demande votre opinion, votre message pour ce que les Haïtiens peuvent faire maintenant pour ceux qui ont l'intention de passer par ce processus. Donc, mon message pour les Haïtiens qui écoutent est le même message que nous avons depuis plus d'un an maintenant, qui est nous avons mis à la disposition des mécanismes solides et des voies solides pour les ressortissants haïtiens qui veulent venir aux États-Unis directement à travers des processus de parole humanitaire haïtienne. Plus de 91 000 ressortissants haïtiens ont pu être approuvés pour voyager et plus de 176 000 sont arrivés aux États-Unis en toute sécurité par un aéroport. Nous avons aussi mis à la disposition notre application CB One Mobile pour la frontière territoriale qui a été introduite en janvier 2023 et depuis cette date jusqu'à fin avril de cette année, plus de 590 000 personnes ont réussi à obtenir des rendez-vous pour se présenter à des ports d'entrée et beaucoup de ceux font partie des 3 nationalités qui utilisent l'application mobile CBP One. Donc, et ce sont des ressortissants de plusieurs pays. Donc, nous avons ces mécanismes qui sont solides pour des individus et en particulier pour les ressortissants haïtiens. Et nous pensons fortement que les Haïtiens, les ressortissants haïtiens ne devraient pas essayer de venir traverser la frontière par voie d'eau et nous avons renvoyé, comme je l'ai dit, des individus qui ont traversé de façon illégale et nous continuerons à le faire. Merci d'avoir parlé de ce sujet. Beaucoup d'Haïtiens sont entrés en utilisant les voies légales qui leur étaient ouvertes. Nous avons reçu plusieurs questions là-dessus. Une autre question, en ce qui regarde les statistiques, combien de patients ont des demandes en instance pour ce programme CHNV? Combien de personnes attendent toujours que leur affaire soit prise en compte? Merci pour cette question. Malheureusement, je n'ai pas les chiffres devant moi. Je dirais que la demande avant que ces processus aient été pris, ce sont des processus extraordinaires. Et une des mesures que nous avons prises l'année dernière, c'est comme conséquence de la forte demande, était d'assurer que la moitié des rendez-vous que nous accordions chaque jour, des invitations que nous accordions chaque jour à travers ces processus de parole humanitaire sont alloués au hasard afin que tout le monde, tous ceux qui l'ont demandé aient une chance égale de recevoir un rendez-vous chaque jour. Et l'autre, c'est pour les personnes qui ont attendu le plus longtemps. Votre numéro finira par être appelé et nous avons des allocations au hasard et vous serez appelé bientôt si vous venez de demander. Une autre question vient de Radio Métropole. Depuis la vague d'insécurité à Haïti, quel est le taux d'acceptation des États-Unis pour les demandes d'asile haïtiennes?
C'est une bonne question et malheureusement, je n'ai pas le taux d'approbation actuel pour les demandes d'asile sous les yeux. Je dirais que, historiquement parlant, nos nombres d'approbation pour les individus qui demandent l'asile à la fin du processus est assez bas. En général, c'est pour toutes les nationalités, il est de 15 à 20 et c'est la raison pour laquelle nous continuons à insister qu'il y a d'autres moyens que les individus devraient explorer. Merci pour cela. Et il y a une question qui vient d'arriver de Radio Canet. C'est pour ceux qui sont aux États-Unis sous le programme de parole humanitaire. Est-ce qu'ils risquent l'expulsion si l'administration devait changer? Alors, des individus qui sont entrés en utilisant nos processus de parole humanitaire sont aux États-Unis pour une période de 2 ans. Ce ne sont pas des entrées permanentes aux États-Unis. Donc, les individus qui, au cours de ces 2 ans, ont besoin, qui souhaitent rester aux États-Unis, devront trouver une, euh, un moyen qu'ils pourront utiliser pour rester aux États-Unis. Et cela pourrait comprendre, par exemple, si quelqu'un se marie à un citoyen américain, ils peuvent ajuster le statut de leur relation et de toute évidence, il y a toute une fourchette d'autres options qui sont à la disposition des gens. Mais si cet individu, à l'issue de ces 2 ans, devait retourner à Haïti ou ajuster son statut, ou bien nous leur ordonnerions d'être expulsés. J'apprécie d'avoir répondu à cette question parce que beaucoup ont des questions sur ce qui se passera pour les personnes concernées au bout de 2 ans. Une autre question que nous avons, ça vient de Radio Kiskia, concerne la transparence de la façon dont les programmes de parole fonctionnent. Donc, vous avez déjà expliqué que certains sont sélectionnés à partir des demandes les plus anciennes et certaines sont sélectionnées au hasard parmi les plus nouvelles. Est-ce qu'il y a des options pour avoir davantage d'informations pour ceux qui sont en instance? Je ne vois pas ce que vous voulez dire par plus d'informations. Chaque jour, comme je l'ai dit, environ la moitié des rendez-vous disponibles que nous avons sont alloués au hasard et en gros, l'autre moitié va aux personnes qui attendent depuis le plus longtemps. Et nous avons fait cela afin d'assurer que les personnes qui attendent depuis le plus longtemps aient une garantie que un jour ils pourront venir. Mais nous croyons aussi qu'il est important de donner l'opportunité à tous ceux qui attendent de savoir que leur numéro pourrait être appelé demain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conçu ce programme de cette façon. Une autre question de Resona West, c'est quelle politique spécifique et ressources est-ce que l'administration de Biden planifie d'allouer aux ressortissants haïtiens qui sont affectés par la fermeture des frontières? Donc, encore une fois, je ne suis pas sûre de comprendre pleinement la question. De toute évidence, nous avons une obligation envers une frontière sûre et les individus ne devraient pas traverser notre frontière par voie maritime au sud. Les gens qui veulent venir aux États-Unis sont encouragés à utiliser des processus sûrs, ordonnés et légaux afin de venir aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle nous continuons à encourager les individus de ne pas traverser et de tirer parti de ces voies légales. Nous avons aussi pris notre engagement très au sérieux pour fournir l'accès à ces voies légales. Comme je l'ai noté, nous avons autorisé des nombres records de personnes, y compris des ressortissants d'Haïti, de venir aux États-Unis en utilisant les dites voies sûres et ordonnées. Merci. Galaxie demande, avec les mesures provisoires qui empêchent les gens de recevoir l'asile aux États-Unis, si un Haïtien exprimait la peur de rentrer dans son pays, est-ce qu'il serait aussi expulsé? Un des changements qui est dans les règles qui sont entrées en vigueur hier à minuit sont le fait que les individus qui expriment la crainte des poursuites ou de retour dans leur pays
ou de leur pays de renvoi. Et rappelez-vous que nous renvoyons des ressortissants au Mexique également qui viennent de Haïti. Donc, ces individus seront examinés pour cette crainte conformément à nos obligations internationales. Cependant, ceci se produira, cette crainte sera adjudiquée à des standards plus élevés, à un standard nouveau et plus élevé que nous avons utilisé récemment à la frontière. Celui-ci rendra les choses plus difficiles pour les individus qui expriment une peur de ne pas réussir au processus de sélection initiale. Et celui-ci sera plus proche du standard final qui est utilisé à la fin du long processus juridique du tribunal d'immigration. Et donc, encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle nous continuons à insister, à encourager les migrants d'utiliser des voies légales que nous avons mises à leur disposition et de ne pas traverser entre les ports d'entrée de façon illégale. After Radio demande quelle est la réaction de l'administration américaine à la demande de plusieurs organisations et qui appellent à la fin des expulsions pendant cette crise de Haïti. C'est une excellente question et une question qui, de toute évidence, est difficile. Je dirais que nous comptons sur notre ambassade et le département d'État de faire des recommandations au département de la sécurité intérieure en ce qui concerne ceci, lorsque nos conditions ne sont pas telles que nous ne pouvons pas, nous ne devrions pas rapatrier les individus. Pour le moment, nous continuons à rapatrier des individus vers Haïti, à la fois des individus qui ont été rencontrés par le garde côtier dans des eaux internationales, ainsi que les individus qui traversent à la frontière sud, parfois maritime, de façon illégale. Encore une fois, les mesures qui ont été annoncées cette semaine s'appliquent à la fois à notre frontière sud-ouest et à nos frontières maritimes entre Porto Rico et les îles Vierges. Et encore une fois, c'est une des raisons pour lesquelles nous continuons à insister et à encourager ceux qui souhaitent de vouloir continuer à vouloir venir aux États-Unis, d'utiliser ces processus et ces voies légales que nous avons mis à leur disposition, et spécifiquement pour les ressortissants haïtiens. Nous avons une autre question sur les statistiques qui vient de Radio Téléguinée. Parmi ceux qui étaient éligibles à ce que les Haïtiens appellent le programme Biden, le programme CHNV. Quel pays a la plus grosse, le plus grand nombre de demandeurs et de gens qui sont venus aux États-Unis? Donc, si nous examinons le nombre de personnes qui sont arrivées aux États-Unis, Haïti est en fait le pays sur les quatre qui a le plus d'individus qui sont arrivés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus de 176 000 jusqu'à présent. Et je pense que cela montre notre engagement à permettre et à fournir aux ressortissants haïtiens une façon sûre et ordonnée de venir aux États-Unis. Je sais que nous n'avions plus que 30 minutes, mais peut-être qu'on a une ou deux minutes de plus. Nous avons une autre question en ce qui concerne les TPS, le statut temporaire de protection pour les Haïtiens. Et si oui ou non, des États-Unis vont redésigner Haïti pour un statut de protection temporaire. Oui, je peux rester une ou deux minutes de plus. Je dirais que pour ce qui est du statut de protection temporaire, il y a un processus de longue date que nous avons suivi pour prendre ces décisions qui comprennent le secrétaire d'État qui recommande au secrétaire de la sécurité intérieure et qui décide si oui ou non nous pouvons étendre ou redésigner cette désignation de TPS. Je n'ai rien annoncé aujourd'hui sur cette question, mais nous surveillons évidemment les conditions à Haïti de façon très étroite à travers les Nations Unies et notre département d'État sur les problèmes de sécurité à Haïti. Et lorsque nous aurons quelque chose à annoncer, bien évidemment, nous le ferons savoir à tout le monde. Merci pour cela.
encore une autre question ici. La question est venue sur le cas très spécifique d'un adolescent dont le voyage a été annulé conformément au programme CHNV. Mais je pense une meilleure question pour le groupe en général, c'est que si un voyageur a des problèmes spécifiques avec leur affaire, qu'est-ce qu'il devrait faire ou qui devrait-il contacter? Oui, ça c'est une excellente question. Notre site CHNV, dont j'espère que le bureau des affaires publiques ou l'ambassade pourra mettre dans le chat, a des informations détaillées quant à la façon de contacter les services d'immigration et de citoyenneté des États-Unis ou bien la protection des frontières en ce qui regarde le statut de la demande de quelqu'un ou n'importe quel autre problème qui pourrait être soulevé. En outre, lorsque nous envoyons des emails pour l'autorisation de voyage, ceux-ci comprennent des informations sur la façon de contacter le gouvernement des États-Unis s'il y a des préoccupations. Je noterai cependant qu'il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les individus qui ont une autorisation, un permis de voyage peuvent se le voir annulé. Cela comprend toute information dérogatoire que nous recevons. Cela pourrait lier quelqu'un à des activités criminelles antécédentes ou d'autres raisons pour lesquelles nous ne pourrions pas permettre à quelqu'un de voyager. Et historiquement, à travers tout le processus, je dirais qu'environ 10% des personnes qui sont approuvées finissent par ne pas recevoir l'autorisation et le système ne nous permet pas de continuer à avancer dans ce sens. Merci pour cela et merci à Daniel qui a mis le lieu du website dans le site uscis.gov/CHNV pour des détails sur les informations sur euh, le programme de parole cubain, haïtien, nicaraguayen ou vénézuélien. Merci de nous avoir parlé directement et d'avoir parlé à cette conférence de presse haïtienne. Cela vient de Télémétropole entre le programme de Biden humanitaire, comme nous l'appelons en Haïti, et le programme CHNV et le CPB, lequel est le plus facile à utiliser pour un immigrant haïtien. De toute évidence, ce sont des programmes différents qui ont des exigences différentes. Je dirais que le programme de parole Biden, le CHNV, le processus de parole humanitaire, permet aux personnes de venir directement aux États-Unis, de ne pas avoir à passer par le Mexique ou d'autres pays, ce qui peut être, comme je pense que tout le monde le sait, très dangereux et qui réduit l'exposition aux organisations criminelles et aux cartels de drogue qui souvent visent les migrants. Et vous savez que nous prenons ces itinéraires migratoires à travers l'Amérique centrale, Nord et le Mexique. Et j'encouragerai les Haïtiens donc à utiliser le CHNV processus. Merci beaucoup pour ces informations qui seront chargées d'informer le public. Merci. Merci à tous et passez une bonne journée.